vais vous présenter les premiers résultats sur la prévalence des personnes porteuses d'anticorps anti-Covid à la fin du confinement, du premier confinement, à partir de l'étude EPICOV dont j'avais présenté, je pense, le working process il y a quelques temps. Donc pour rappeler donc cette étude, EPICOV, épidémiologie et conditions de vie liées à la Covid-19, est une grosse étude qui a été conçue en urgence au début du confinement, avec des objectifs à la fois épidémiologiques et socio-économiques, et pour viser d'étudier dynamique de diffusion du virus, les conditions de vie, l'effet des conditions de vie sur cette diffusion, et à l'inverse, l'effet de l'épidémie sur les conditions de vie, avec un fort accent sur le rôle des inégalités sociales. Et on s'est donné les moyens justement de pouvoir atteindre des personnes aussi dans cette étude les plus vulnérables qui souvent répondent plus difficilement dans les enquêtes épidémiologiques ou d'autres enquêtes. Et avec une volonté de pouvoir avoir des données à une échelle géographique fine. Donc on vise le département au minimum, voire dans un cas les grosses agglomérations au cours du temps. Et également avoir des données en fonction des contacts intra- et extra-familiaux. Donc c'est une étude, c'est une enquête de cohorte puisqu'il va y avoir plusieurs suivis, qui vise avant tout la représentativité de la population résidant en France, donc par un sondage probabiliste, qui s'appuie sur une enquête multimode, principalement sur le web, mais aussi par téléphone, notamment pour pouvoir avoir accès à des personnes qui ont un faible accès ou pas d'accès web, et qui associe à un questionnaire des autoprélèvements à domicile qui étaient avec à partir sur Buvard, ce qui était une première sur le Covid, avec ce qui a été fait dans sa prise. Donc, la vague 1 de cette étude, la première vague a eu lieu au mois de mai, du 1er au mai ou du 2 mai au 2 juin, a permis de recruter 134 000 répondants et à qui on a proposé un sous-échantillon pour cette première vague, pour des raisons de complexité logistique, des tests à domicile. Et il y a eu donc environ 12 000 tests réalisés. La vague 2 est en cours. Elle a commencé il y a 15 jours. On attend à partir des 134 000 répondants qui sont recontactés. On attend 90 000 tests environ, dont 20% pour l'ensemble des membres des foyers. Et il y aura ou il n'y aura pas une vague 3 selon les évolutions. Donc, juste pour redire un mot, c'est sur l'importance de la côté représentativité. On s'est appuyé sur une base INSEE qui a 95% de couverture de la population. On a inclus toutes les personnes ayant au moins 15 ans, sans limite d'âge. L'essentiel étant en France métropolitaine, mais également avec un volet des habitants de Drôme. On a au total donc 130 000 personnes et on a proposé 134 000, donc un échantillon qui était tiré au sort de 17 000 personnes qui ont été tirées au sort pour avoir un échantillon national, mais surestimé, avoir une bonne estimation au niveau de quelques départements les plus touchés, Paris, Haut-Rhin et Petite Couronne, et aussi des moins touchés comme les Bouches-du-Rhône. Et au total, on a eu une très très bonne acceptabilité. On ne savait pas du tout de ce prélèvement à domicile. Prélèvement à domicile. Alors, donc, le questionnaire qui est proposé par web et par téléphone, c'est un questionnaire qui est environ de 25 à 35 minutes selon qu'il est court ou long, avec beaucoup d'aspects, comme on le voit, et notamment la proposition d'autoprélèvement. Donc, juste pour rappeler cet autoprélèvement, on envoyait et on continue, c'est ce qu'on refait maintenant en deuxième vague, par Chronopost, un matériel pour se piquer au bout du doigt, mettre du sang sur un buvard, l'envoyer par la poste à un centre de ressources biologiques, c'était à Bordeaux, maintenant il y en a 6 pour la nouvelle vague, avec ajouter un travail qui est très long, qui consiste à faire des confettis à partir des buvards et de fabriquer des tubes qu'on envoie aussi ensuite au laboratoire qui va analyser ces données, faire les sérologies à Marseille. Et ces sérologies ont deux parties. D'abord, un ELISA, qui est une technique automatique, qui est celle qui est proposée éventuellement pour les sérologies commerciales.
Et puis, parmi les résultats positifs ou intermédiaires, une technique qui recherche des anticorps neutralisants plus spécifiques du Covid, non seulement plus spécifiques, mais qui sont peut-être associés, c'est très discuté, à un meilleur corrélat de protection. Évidemment, on s'intéresse à la protection potentielle. Il y a beaucoup de questions sur cette protection. En tout cas, la séroneutralisation probablement l'approche plus. Et donc, ça, c'est pas du tout automatisable. Et c'est ce gros travail qui fait que tout ça, c'est très lourd. Alors, au total, il y a 134 000 répondants qui, évidemment, sont un peu proportionnels, enfin, largement proportionnels aux tailles d'habitants des départements. Et donc, je vais vous présenter là les principaux résultats. Il y a d'autres cas sur les aspects inégalité sociale, sciences humaines et sociales. Je ne vais présenter ici que les résultats de séroprévalence. Donc, en mai, donc à la fin du confinement, 4,5% de la population générale présentait des anticorps, on appelle les LISAS, des anticorps qui sont dirigés contre une protéine d'enveloppe positive, qui ne sont pas forcément très spécifiques, en tout cas qui sont moins spécifiques que la séroneutralisation. Et on avait 4,1% de sujets qui présentaient des anticorps séroneutralisants. Ça ne se recoupe pas tout à fait, vous allez voir. Au total, on estimait que le nombre de cas de sérologie positive au ELISA-S est environ de 2 millions à ce moment-là, c'est-à-dire 16 fois plus que le nombre de cas qui avaient été détectés par les tests PCR en mai 2020. Il n'y avait pas tellement de tests. Alors, si on regarde la cartographie, ce qui est un des objectifs, c'est de faire des cartographies. Alors, bien sûr, à partir de la vague 2 qui est en cours, les cartographies seront très fines au niveau départemental. Là, la cartographie, elle est moins fine et surtout, il y a certains départements qui ont été énormément surreprésentés ici et donc des départements qui sont très peu, où il y a peu de sujets qui ont été testés. Donc, on voit que quand on regarde les LISA sur de protéines d'enveloppe, on retrouve ce qui n'est pas étonnant, l'Île-de-France et le Grand Est comme les plus touchés. Et puis cette partie-là aussi, Auvergne-Rhône-Alpes. Quand on regarde la séroneutralisation, en fait, on voit que ce n'est pas tout à fait pareil et que ce qui reste vraiment plus touché, c'est l'Île-de-France. Alors, il faut savoir, et ce n'est pas inintéressant, que la séroneutralisation, les anticorps séroneutralisants se développent probablement plus quand on a des infections symptomatiques, donc plus graves. Ça ne se recoupe pas non plus complètement parce que on voit que chez les sujets qui ont des anticorps, ce qu'on dose quand on fait une sérologie ce qu'on offre de façon habituelle en commercial, je veux dire, enfin pas commercial, mais dans les laboratoires de ville, cette ELISA+, parmi eux, seulement 70% avaient développé des anticorps neutralisants. Mais à l'inverse, quand on a regardé aussi chez ceux qui avaient des taux un peu intermédiaires plus bas, qu'on ne considère pas comme positifs, et parmi eux, 30% avaient développé des anticorps neutralisants. Donc tout ça ne se recoupe pas complètement. Alors, de façon plus chiffrée, je dirais, on voit que au maximum, quand on regarde la séroprévalence, alors on va parler que de la séroprévalence des LISAS, celle qui est la plus publiée, et puis celle qui se réfère un peu à ce qui est fait en ville. Au maximum, on se retrouve avec 10% dans le Haut-Rhin. Le Haut-Rhin, c'est 9,5% en petite couronne. Donc, en mai, vraiment, la séroprévalence, même dans les départements très touchés sur la carte, restait faible. On voit aussi que c'est dans les aires urbaines que sont les plus hautes prévalences, même dans ces zones les plus à risque, et qu'à Marseille, en Bouches-du-Rhône, la prévalence était très faible, était dans les plus faibles à cette époque. Alors, c'est ça, c'est les deux mêmes cartes que je vous ai présentées, ELISA et séroneutralisation, et si on compare à la carte de la même époque à peu près, c'est-à-dire le nombre cumulé de décès qui étaient publiés au 1er mai, on voit qu'on est évidemment cohérent, y compris avec les données de circulation active du virus et tensions hospitalières qui étaient les cartes de déconfinement de l'époque. Alors, on a bien sûr essayé de regarder les facteurs on a énormément de variables de nature très fine, socio-économique, comportementale et de mode de vie. Et on a regardé les facteurs qui étaient associés à cette prévalence S. Ce qu'on voit, c'est que
Alors, toutes ces variables sont rentrées dans le modèle que je vais vous le montrer après, mais en gros, on voit que cette prévalence est nettement plus élevée quand on vit dans une commune très dense par rapport à une commune même de densité intermédiaire, que les personnes qui ont été travaillées dans le domaine du soin sont beaucoup plus contaminés que ceux qui ont travaillé dans n'importe quel type de profession. Attention, parce que si les effectifs sont trop faibles sur cette première vague pour distinguer peut-être des professions hors soins qui ont été également très impactées, que cette prévalence augmente avec la taille du foyer, que lorsqu'il existe dans le foyer quelqu'un qui a des symptômes ou qui a été testé positif, eh bien le répondant était 4 fois plus prévalent que quand elle n'avait pas. On voit une petite différence entre femmes et hommes, un peu plus de femmes que d'hommes, enfin, qui est à la limite de la signification. Pour l'âge, cette question est évidemment très importante. On voit que la prévalence en mai est plus faible 15-20 ans. Elle augmente. La plus haute prévalence, c'est chez les 30-49 ans. On retrouve ça dans d'autres études. Et elle baisse, elle est très très faible chez les plus de 64 ans. Alors, un résultat aussi assez important, c'est que les immigrés de pays non européens ont une prévalence nettement plus élevée que les personnes immigrées, que les personnes immigrées d'origine européenne et même que les personnes descendantes d'immigrés, même d'origine non européenne. C'est tout à fait significatif, c'est difficile. On trouve un lien, on trouve une, faut que je me dépêche, donc un lien, quelque chose en nu entre les personnes qui ont un niveau de vie les plus frais, les plus bas et les plus élevés, sont les plus prévalents. C'est-à-dire que finalement, on voit que c'est des mélanges de phénomènes. Et enfin, on retrouve ce lien protecteur de la consommation de tabac quotidienne. Donc, quand on prend tout ça, rien ne change. C'est une chose, c'est que la relation avec l'immigration disparaît quand on prend en compte les conditions de vie. Voilà, quand on prend aussi le cas suspect, quand on intègre dans le modèle le fait d'avoir un cas suspect dans son foyer, ça ne change rien, ça reste très lié et ça ne change rien au reste, au reste des associations. Et puis je vais passer là-dessus parce que c'est peut-être un peu pour ne pas vous faire perdre du temps et pour conclure tout de suite. Donc en conclusion, la séroprévalence est associée très fortement aux conditions de vie, que ce soit avoir travaillé dans le soin, habiter dans des villes très denses et vivre dans un foyer avec une taille importante, et ceci indépendamment les uns des autres. Que le fait d'avoir quelqu'un d'infecté, que l'association avec une personne infectée, c'est témoigne d'une circulation intra-foyer qui joue un rôle dans la diffusion du virus, indépendamment des conditions d'habitat. Trouve le rôle du tabac. Que la relation, et c'est un élément important, entre l'origine migratoire, on voit la relation entre séroprévalence et dans beaucoup d'études et des conditions et l'origine migratoire. En fait, quand on ajuste sur les conditions de vie, on voit qu'elle disparaît, ou quasiment, elle disparaît quasiment, et en fait, elle s'explique principalement par des conditions de vie plus défavorables et pas par des pratiques et un moindre respect des consignes sanitaires. Et qu'il y a des phénomènes mélangés qui fait qu'à la fois des personnes de niveau très défavorisé et des personnes de niveau plutôt très favorisé ont été touchées pour des raisons un peu différentes. Et enfin, que ces facteurs de risque, on voit, se cumulent et expliquent probablement en partie pourquoi l'Île-de-France est extrêmement touchée. Voilà, j'essaie d'aller vite.